Amour, papier velours, et esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps, laissez glisser, papier glacé, les sentiments, papier collant, ça impressionne, papier carbone, mais c'est du vent, machine, papier machine. Je ne sais pas qui est-ce qui chante. C'est sûrement des gens très bien. Le Salon du Livre, ça ouvrira ses portes vendredi. L'occasion pour Frédéric Gersat de vous parler de quoi? Alors les mots, je disais non, oui, le papier. Le support. Bien avant le papier, juste rapidement, on n'écrivait pas ou on écrivait? Ah bah si, on écrivait ou on dessinait. Quoi? Sur des supports d'argile, par exemple, sur des peaux d'animaux, sur de la nature, sur des écorces d'arbres. Et à l'intérieur des grottes, souvenez-vous quand même des grottes de Lascaux. Donc on écrivait sur les murs, bien absolument. Sur des os aussi, de l'os. Donc voilà, tout support était bon pour laisser un souvenir, pour laisser une connaissance que l'on voulait partager avec les successeurs. Le premier papier ou qui ressemble à du papier, ça date de quand et c'est qui? Ce sont les Égyptiens avec le papyrus. D'ailleurs, le mot papyrus va nous donner le mot papier, puisque c'est la même origine. Et donc, on comprend bien que pour les Égyptiens, la volonté était de faire travailler les scribes sur un support. Alors, on va utiliser le papyrus. Pourquoi? D'abord, c'est une plante qui ne pousse que sur les rives du Nil. Papyrus, c'est une plante? Oui, c'est une plante. C'est une plante, alors on découpe le tronc et puis on l'étale bien, on fait sécher et puis ça sert... Ça se présente comment? C'est comme un palmier? Voilà, exactement, comme un palmier. Et c'est on verra tout à l'heure des images. On a le tronc que l'on ouvre et puis je vous dis, on le déplie et puis on le laisse sécher et après on peut écrire dessus. Alors on écrit avec un pinceau en roseau. D'abord, la plume d'oie viendra bien après et ça ne sera pas sur ce support-là. Donc le papyrus, c'est important pour les Égyptiens parce que ça pousse chez eux, donc c'est ce qu'ils vendent à tout le monde. Et le papyrus, figurez-vous qu'on peut le récolter tous les mois. Il y a une récolte par mois. C'est vous dire qu'on a 12 récoltes par an, pratiquement. Donc, ça donne énormément de supports, d'où cette bibliothèque d'Alexandrie qui est absolument magnifique et qui contenait jusqu'à 700 000 volumes. Alors, ce qu'on appelle des volumes, ce sont des rouleaux, en fait. Parce que ça vient de volumen en latin, qui vient de volvere, qui veut dire tourner, faire tourner autour de soi. Et on va voir dans un instant que comme finalement... le mot espagnol, volver. Oui, exactement. Et on va voir dans un instant que le papier, ça n'a pas changé. On va le voir tout de suite. Tiens, on y va. Oui. Ne perdons pas de temps, parce que ça nous allège beaucoup. Non, mais parce que je commence par vous montrer des images de fabrication de papier. C'est un papier qui est le support actuel et qui revient en force, curieusement, avec le nombre de livres vendus. Alors, ce salon du livre dont vous parliez très justement, William, c'est celui de Paris, évidemment, qui va avoir lieu à la porte de Versailles, qui commence vendredi, avec comme invité d'honneur le Maroc. Il y a donc une pâte qui est conçue, qui est imaginée. Et cette pâte, elle est fabriquée avec des éléments naturels, soit du mûrier, il y a du chanvre, et puis il y a du vieux tissu. Les Chinois qui ont inventé cela mettaient aussi des vieux filets de pêche. Tout ça a été laissé macérer, ça faisait cette pâte, et cette pâte, on l'a placée sur des cadres en bois. Alors, repartons à l'origine. Je vous parlais de papyrus avec ces rouleaux. Ces rouleaux, c'est-à-dire que dans la bibliothèque, c'était rangé par rouleaux, mais ça restait très, très éphémère. Il fallait souvent les recopier à nouveau. Voilà comment est-ce qu'on utilise la plante. On la ramasse, et puis on coupe, vous voyez, le tronc, et puis on va étaler tout cela. Alors, évidemment, ça, c'est le papyrus qui va servir pendant longtemps. Puis, il y aura le parchemin. Alors, le parchemin, c'est en fait de la peau de bête, rien à voir. Alors, on n'est plus dans la plante, on est dans l'animal. Le parchemin, ça vient de la ville de Pergame. Pergame est né, ça nous a donné parchemin. Alors, pourquoi les Chinois? Alors, les Chinois, parce que ce sont eux qui inventent le papier. Ils avaient comme support pour l'écriture la soie pendant longtemps, jusqu'au 1er siècle de notre ère, où là, il y a un ministre de l'agriculture chinoise qui propose à l'empereur de changer de support et qu'on a inventé ce nouveau support qu'on va appeler le papier. Et ce papier qui va arriver en Europe via les Arabes, puisque les Arabes sont allés conquérir jusqu'en Chine. Donc c'est vraiment la mondialisation avant l'heure. Les Chinois inventent, les Arabes transportent, utilisent le papier comme support aussi pour divulguer le Coran. Et puis ça arrive jusqu'en Europe, où là, il faut attendre le XIe siècle pour voir le papier s'installer en Europe et devenir un support d'écriture, notamment pour les moines copistes qui étaient dans leur monastère. Et vous savez, il y en avait un qui disait, parce qu'il y en avait un qui avait le livre original, et puis les autres copiaient. D'où le nombre de fautes d'orthographe énormes qui pouvaient
devait y avoir à l'époque, Ah ouais. parce qu'ils lisaient, mais tout le monde ne connaissait pas forcément l'orthographe sur le bout des doigts. Donc c'est assez amusant. Et puis on se prêtait les livres entre monastères pour justement démultiplier cette culture, cette Et connaissance. c'était que des livres sacrés, ça ne racontait que l'histoire du Christ. Oui, alors, en grande partie, et puis les exégèses, évidemment, tous ceux qui discutaient sur les textes sacrés et qui permettaient de divulguer le savoir. Et puis petit à petit, évidemment, il y a à la fois les livres scientifiques, puis les livres de littérature qui sont apparus. bon, il a fini apparemment, c'est bien ou il continue ou Non, c'est parfait. c'est parfait. Bah, pour une fois, Oui, il a fallu attendre quoi, 35 ans de carrière. À Oui, peu c'est près. quelle date aujourd'hui? On va la marquer. Bah, c'était au- On va la fêter, c'est un anniversaire. C'était au siècle dernier. Merci, William. Et qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes mercredi. Mercredi. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde ma petite fille. Non, il n'y a pas. Je rêve où il n'y a pas de football. Non, il n'y a pas de football. Non, pas Oh là ce là, matin. vous allez avoir des ennuis, vous, hein? Non, il n'y a, Ah, pas- si. y a pas du foot tout le temps, il y a d'autres sports, William. Ah, bah, c'est pas à moi qu'il faut dire Je ça. sais, mais- Moi, je milite, hein. On fait tout pour montrer tous les C'est sports dans étonnant. Télématin. Eh ben, on commence par du. Basket, voilà, avec des fortunes diverses pour les clubs français sur la scène européenne. On va commencer par un match pour Villeurbanne, match, regardez, qui s'est passé en Ligue des Champions, match nul pour ces champions de France qui sont en blanc et qui n'ont pas réussi à prendre l'avantage sur Tenerife, co-leader du championnat espagnol. Hier à domicile, lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions, Villeurbanne a arraché le nul in extremis, 62 partout. L'Asvel devra se surpasser dans 8 jours aux Canaries en match retour. En revanche, belle soirée pour Chalon-sur-Saône en blanc, également qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe FIBA, 3e compétition européenne de basket. Les Bourguignons, battus de 2 petits points à l'aller, ont dominé les Croates du Cibona Zagreb 83-78. Dans le dernier carré, ils affronteront les Belges d'Ostende. Et pour être complet en basket français, sachez que Nanterre est qualifié pour la finale de Coupe de France après avoir battu Antibes. Ils retrouveront Le Mans le 22 avril. Du basket américain NBA en rouge, les Chicago Bulls jouaient chez les Toronto Raptors. Le Français des Bulls de Geoffrey Lauvergne a joué 6 minutes et inscrit 2 points chez les Raptors qui, eux, s'imposent. Courte victoire 122-120. Chicago compte 38 défaites pour 33 victoires. Ils sont 10e de la conférence Est et les Raptors 4e à l'Est. Voilà. Très bien. Que d'autre? Du cyclisme avec des jeunes qui roulent du côté de la Catalogne. Tour de Catalogne avec une deuxième étape, c'était un contre-la-montre avec donc par équipe, regardez, contre-la-montre par équipe de 41 km/3 autour de Bagnoles. Et victoire du jour pour la formation espagnole Movistar avec une bonne moyenne de 51 km/h. Le leader de l'équipe, Alejandro Valverde, est leader du général. Et le premier français, Jérémy Maison, lui, est 33e. On va rester sur un vélo, William. Regardez bien cette image. À Vars, dans les Hautes-Alpes, avec un record du monde de VTT de vitesse sur neige, 227,72 km/h pour Eric Baron. Il a 56 ans et sur la piste de Chabrières, qui est bien connue pour les descentes des skieurs de kilomètres lancés. On le surnomme le Baron Rouge et il améliore son propre record de 4 km/h. On avait testé son vélo dans une soufflerie aérodynamique pour Télématin. Et on va rester, William, sur la neige. Là, c'est pas facile de s'arrêter. Pour la Coupe du Monde de Télémark. Il y a jusqu'en bas de la station. Voilà. À La Plagne en Savoie, le Télémark. Alors pour ceux qui ne le savent pas, qui ne suivent pas Télématin, parce qu'on en monte assez régulièrement, seule la pointe de la chaussure est attachée au ski, le talon est libre et pour tourner, il faut faire faut pied-genou, une esthétique génuflexion que maîtrise à la perfection ce garçon, Philo de Méribel, champion du monde. Au menu, il y avait un slalom, un saut, un loom. Vous avez vu ce virage à 360 degrés et la France a décroché 5 médailles, dont l'or donc pour Philo, avec qui nous avions testé le Télémark. Très bien. Et on a fini? On a fini. Si. Ah oui? Je reviendrai tout à l'heure pour parler d'autre chose. Déjà, Voilà. il avait un peu de temps encore, hein? Oui. Très bien. Alors, on reviendra tout à l'heure avec Grégoire, si vous êtes encore parmi nous, après le journal de 8 heures, parce qu'il a testé quelque chose de tout à fait intéressant. Il a testé cet engin. Comment ça s'appelle, ça? Wing jump, c'est une aile, mais pas pour voler, vous allez comprendre. En fait, c'est Bah, pour mieux pas pour skier. voler, le malheureux, mais il Non. a décollé, lui. Voilà, là. non, c'est parce qu'il saute, William. Vous Ah voyez, bon, d'accord. oui, non, mais on vole pas avec ça, mais on a des sensations de portance. Et c'est pas dangereux. Du tout, en toute sécurité. C'est pour ça qu'on l'a testé. Bon. Ça vous intéresse? Vous venez tout à l'heure, oui. Faites un tour, puis revenez. Merci beaucoup. Maintenant, on va s'intéresser à l'actualité de l'emploi. Si vous avez des gens dans votre famille ou parmi vos amis qui cherchent un boulot, parlez-leur du salon de la franchise. On embauche dans ce secteur-là. C'est intéressant, regardez. La franchise est un accord commercial et juridique par lequel une entreprise, le franchiseur, s'engage à fournir à une autre entreprise dite le franchisé
un savoir-faire, un nom, une marque ainsi qu'une assistance avant, pendant et durant la vie de la franchise. C'est dans les années 80 que la franchise se développe en France et c'est d'ailleurs en 1982 qu'a été créé le premier salon de la franchise. Regardons la carte. On compte actuellement environ 5000 offres d'emploi disponibles sur l'ensemble des réseaux. Parmi les enseignes qui recrutent, Easy Cash, le réseau, achète et revend aux particuliers des biens d'équipement. Midas, spécialiste de la révision et de l'entretien automobile. B&B Hotel, chaîne d'hôtels à bas coût créée à Brest en 1990. Delarte, enseigne de restaurants italiens appartenant au groupe Le Duf. Easy Cash est aujourd'hui le premier réseau français d'achat et de vente de produits d'occasion avec 108 magasins et près de 1000 collaborateurs. L'enseigne poursuit son développement et a pour objectif d'ouvrir 15 magasins cette année et donc d'intégrer 150 collaborateurs. Alors des franchisés bien sûr, mais également des directeurs associés, des acheteurs, des vendeurs. Écoute, empathie, rigueur sont les principales qualités demandées aux candidats qui bénéficieront tous d'une formation de 2 à 12 semaines selon les postes occupés. Spécialiste de la révision et de l'entretien automobile, Midas intervient sur tous les véhicules pour effectuer les révisions, la vidange, le changement des pneus, des amortisseurs, de la courroie de distribution. La marque, qui compte aujourd'hui 330 centres, prévoit d'ouvrir 20 centres en 2017 et va donc recruter des mécaniciens, des chefs d'équipe, des responsables d'ateliers, des chefs de centre, tous professionnels de la réparation automobile, tous titulaires à minima du CAP. B&B Hotel compte aujourd'hui 252 établissements en France. Cette chaîne correspond à une nouvelle typologie d'hôtels pensés pour tous à un prix accessible. Née en Bretagne, l'enseigne est aujourd'hui présente dans 7 pays dont l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Pologne. D'ici à 2020, le groupe devrait ouvrir 82 hôtels en France, ce qui représente 200 embauches par an. Il recherche des employés d'étage, des employés polyvalents, des réceptionnistes, des techniciens de maintenance pour ces hôtels, ainsi que des commerciaux. Autre enseigne à se développer, Delarte, qui va ouvrir une quinzaine de restaurants et recherche 300 nouveaux collaborateurs. Sont concernées les villes de Château-Thierry, Paris, Albertville, Nancy, Orléans, Bordeaux, Valenciennes et Arles. Alors nul besoin d'être un expert en pétrissage de pâte à pizza ou d'être bilingue italien pour poser sa candidature. Ce sont vos aptitudes et bien sûr votre motivation qui emporteront la mise. Vous serez sélectionné sur la base de la méthode de recrutement par simulation. Pour retrouver le détail de ces offres, rendez-vous sur le site de Télématin ou sur celui de notre partenaire Météo Job. Belle journée à vous. Merci. Et puis maintenant, on va retrouver notre correspondant permanent en Italie, François Baudonnet. On va parler des petits boulots mal payés. Alors, petits boulots mal payés en Allemagne, ça vous connaissez. La précarité à la britannique, vous connaissez aussi. On en a déjà parlé. Vous allez voir. Nos voisins italiens ont inventé une méthode qui est encore plus radicale. Il ne manque pas d'imagination. Alors, c'est se faire payer son salaire en liquide ou ça à la compta? Non. Au bureau de tabac, à côté, en bas. Et donc là, vous aurez votre salaire, n'oubliez pas, en liquide, à côté du paquet de cigarettes, j'allais dire de clopes, et puis le billet de l'auto. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Il faut nous expliquer, franchement. Bonjour François, racontez-nous. Oui, bonjour William. Alors effectivement, c'est un système incroyable qui était au départ, on va dire, un peu proche des titres emploi-service français. L'idée, c'était d'utiliser ce système, donc ce qu'on appelle ici des vouchers à l'anglaise, pour les petits boulots, pour par exemple les travaux de la maison. Et puis, sous l'impulsion de Matteo Renzi, l'ancien Premier ministre italien, il a été élargi ce système et je dirais il a totalement dérapé. Aujourd'hui, vous avez toute une génération d'Italiens, quel que soit leur âge d'ailleurs, qui sont payés par ce biais. Ils vont donc au bureau de tabac et on leur donne de l'argent liquide contre un voucher. Il peut y avoir par exemple, je ne sais pas, une assistante dans une entreprise, une assistante à plein temps, eh bien elle est payée en voucher. Regardez le reportage qui a été réalisé par Stéphanie Pérez et Florence Crimon. En ce début de matinée à Pérouse, Francesco, 28 ans, a une priorité, passer au bureau de tabac
mais pas pour acheter des cigarettes. Je vais au tabac pour échanger mes bons de travail. Je travaille dans une pizzeria et ça, c'est mon salaire. Depuis 2 ans, son salaire de pizzaiolo lui est payé en voucher, comme on appelle ici, c'est bon. Et c'est le buraliste qui les convertit en liquide. Oui, on fait ça 4 ou 5 fois par jour, tous les jours. 105 € pour 14 heures de travail, être payé en bon, cette démarche n'est pas surprenante en Italie. C'est la conséquence visible de la réforme du travail, lancée il y a 2 ans. L'objectif, c'était de faciliter les emplois occasionnels des étudiants ou des retraités. Avantage pour l'employeur, flexibilité, charges et cotisations minimales. Mais le voucher s'est généralisé aux postes longue durée dans toutes les entreprises. La restauration, l'hôtellerie, les pharmacies. Son utilisation a explosé. De 500 000 heures payées en 2008, on est passé à 145 millions en 2016. Pour Francesco, c'est l'institutionnalisation de la précarité. Ça laisse toute la liberté à l'employeur de me mettre dehors quand il veut, sans les contraintes d'un CDI. Et en plus, en étant payé avec ces vouchers, je ne cotise pas pour ma retraite. À 80 ans, on me dira que je n'ai pas assez travaillé. Sur les réseaux sociaux, ils sont plusieurs dizaines de jeunes à avoir tourné des vidéos pour dénoncer ce système, comme Alice, assistante dans une entreprise. C'est un problème parce que ça rend encore plus précaires les précaires. Ou Monica, réceptionniste. Comment je me sens avec ces vouchers? Instable. Je suis une moins que rien. Du côté du patronat, on reconnaît les abus des bons de travail, car de nombreux employeurs en profitent pour ne déclarer que quelques heures et payer le reste au noir. S'ils étaient bien utilisés, ce serait positif pour l'économie. Normalement, c'est uniquement utilisé pour les petits boulots, dans les petites entreprises. Et en Italie, le scandale est tel que les vouchers pourraient tout simplement être supprimés sans autre forme de procès. Le système, François, va disparaître, donc, et il sera remplacé par quoi? S'il est remplacé. Bien voilà, il ne sera pas remplacé en fait, William. En fait, ça fait un tel scandale au fil des mois. Le scandale a monté. Dans un premier temps, il avait même été envisagé de faire un référendum au niveau national pour savoir s'il fallait modifier ou non ce système de voucher. Eh bien non, il n'y aura pas de référendum et ce système sera tout simplement supprimé, ce qui prouve, je crois, William, la difficulté qu'a l'Italie à se réformer. Ah, oui. Merci François, à bientôt. Alors attention, jeu de mots. Celui-là, on l'avait déjà fait, me semble, et là, il tombe à point aussi. Il tombe à point, effectivement. Dans cette campagne présidentielle, tout reste à faire. Enfin, quand je dis que tout reste à faire, ce n'est peut-être pas au sens où vous l'entendez. Tout reste à faire. Voilà, c'est la manchette malicieuse du Canard enchaîné qui titre aussi sur le roux de la fortune et qui suggère à la famille Fillon de demander des droits d'auteur à Bruno Le Roux, car le désormais ex-ministre de l'Intérieur a copié sa défense sur celle de François, Pénélope et leurs enfants, en affirmant que ces 2 filles ont réussi le prodige de turbiner comme assistantes parlementaires à plein temps, tout en poursuivant leurs études ou en effectuant des stages en entreprise, eux aussi à plein temps. Dès lors, le dessin devenait évident et le dessin, vous le trouverez à la une de l'Opinion, où CAC met en scène les Fillon et Bruno Retailleau, lequel apprend à François que les filles de Bruno Le Roux sont soupçonnées d'emploi fictif à l'Assemblée. Effectivement, intervient Pénélope Fillon. Je ne les ai jamais croisées. Voilà, cette affaire Le Roux fait beaucoup parler ce matin parce qu'elle est particulièrement intéressante. D'abord, elle claque le baigneur à tous ceux qui accusent la presse de faire du Fillon bashing sans s'intéresser à la gauche. Il faut reconnaître que depuis hier soir, on ne les entend plus. Ensuite, elle permet à François Hollande de se sauver du procès en manipulation qui lui est régulièrement fait. Cécile Cornudet explique les choses dans Les Échos. François Hollande a tranché dans le vif. Il a voulu couper court aux tous pourris, suspecté d'instrumentaliser la justice contre François Fillon. Il a voulu montrer qu'il savait sacrifier ses amis. Et puis, cette décision révèle une fois de plus son habileté politique, il faut le dire, car comme l'écrit Baptiste Laureau dans Paris-Normandie, cette affaire n'est pas une bonne nouvelle pour le clan
Fillon. La célérité avec laquelle la justice s'est emparée de ce dossier démontre que François Fillon n'a pas été victime d'un assassinat politique, d'un complot, d'un acharnement judiciaire ou d'une presse gaucho. Du coup, du côté de Libération, on boit du petit lait ce matin. Il y avait soi-disant 2 poids, 2 mesures, selon que l'on était ou non les Républicains, et un acharnement suspect des médias. Ce trop commode raisonnement s'est effondré en une journée, écrit Laurent Geoffrin. Le parquet financier s'est aussi saisi du cas de Leroux, et la réaction du pouvoir hollandais contraste du tout au tout avec celle des dirigeants de la droite et de l'extrême droite. Le ministre de l'Intérieur a perdu son poste en 24 heures. Marine Le Pen et François Fillon, eux, continuent de faire campagne comme si de rien n'était, jouant l'électorat contre l'éthique et la justice. Fin de citation. Alors sur les coulisses de cette démission, je vous conseille quand même le papier de Ava Jamsidi dans Le Parisien. L'info est sortie dans l'émission Le Quotidien lundi à 19h. François Hollande en a été informé dans la foulée alors qu'il se trouvait avec le Premier ministre du Japon. Vous imaginez, vous êtes avec le Premier ministre du Japon, on vient vous perturbé avec des petites histoires franco-françaises. Le soir même, sa décision a été prise. Leroux devait partir. Il n'y a pas eu de débat. Il fallait faire vite et faire propre, lit-on dans Le Parisien et, dit-on, du côté de l'Élysée. Tout ce que Leroux a pu obtenir, eh bien, cela a été de pouvoir annoncer lui-même qu'il partait après 3 mois et 15 jours passé place Beauvau. 12 dessins de Pétillon dans Le Canard ce matin. C'est Cazeneuve qui parle. Eh bien voilà, tu as réussi à marquer ton bref passage à l'intérieur. Et je vais finir avec un autre dessin qui est à mon avis le plus réussi parce qu'il résume l'époque. Regardez, c'est Lefred Touron qui le signe. Tu emmènes Médor à l'Assemblée. Eh ben, je l'ai fait embaucher comme chien de garde. C'est légal. On le voit pas ? Si, vous l'avez déjà vu, il était passé juste avant. Ah, il est passé avant. Mais on l'a vu. Eh ben, vous avez dans le désordre et vous les retrouvez tous les deux dans Le Canard enchaîné ce matin. D'accord, merci beaucoup. Et d'abord, voici Caroline Roux qui reçoit ce matin Gérard Collomb, le maire de Lyon. Oui, le maire de Lyon qui est en marche depuis le tout début aux côtés d'Emmanuel Macron, le candidat Macron qui engrange des soutiens, mais des soutiens de gauche, une ministre et un proche de François Hollande, alors que la campagne repart sur le terrain des affaires. Bonjour Gérard Collomb. Bonjour. Le ministre de l'Intérieur a présenté donc sa démission après avoir dû reconnaître qu'il avait fait appel à ses filles comme assistante parlementaire. Est-ce que vous saluez la rapidité de la réaction de la justice et du gouvernement ? Oui, je crois que le président de la République, le Premier ministre, ont pris leurs responsabilités, ont réagi très vite, et donc c'était nécessaire dans la période que nous connaissons. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'attend même plus la mise en examen, c'est-à-dire que la seule ouverture d'une enquête préliminaire peut suffire à faire démissionner un ministre. Vous voyez, lorsque l'on est ministre de l'Intérieur, on doit évidemment être totalement exemplaire. Et les faits semblaient totalement avérés, donc il n'y avait pas besoin de vérification très longue. Donc ça ne vous choque pas plus que ça ? Je veux dire, on n'est pas rentré dans une nouvelle ère où la pression médiatique peut suffire à faire démissionner un ministre ? Si, sans doute. Vous voyez, comme l'affaire Fillon se développe tous les jours, il faut que de l'autre côté, on soit totalement exemplaire. Donc, à mon avis, cela a pesé sur la démission de Bruno Le Roux. Exemplaire, vous avez raison d'utiliser ce mot-là. On se souvient de François Hollande qui avait dit qu'il voulait une république exemplaire. Je vais vous citer quelques noms, ça va vous parler. Leroux, Cahuzac, Thévenoud, Kader Arif. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce quinquennat ? Un certain nombre de mauvaises pratiques, sans doute, s'étaient installées, avec peut-être le fait qu'on n'ait pas retenu un statut de l'élu qui soit plus précis. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de légiférer, de redéfinir le cadre légal, et ensuite que chacun le respecte. C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire quoi, un statut de l'élu ? On va aller dire clairement les choses. Il faudrait qu'ils soient mieux payés, les élus. Vous iriez jusqu'à assumer un propos comme celui-ci ? Non, mais par exemple, que les frais supplémentaires soient effectivement fiscalisés, qu'on sache combien gagne un élu, et puis ensuite à lui d'être contrôlé dans les dépenses qu'il peut faire. Vous avez évoqué François Fillon, lui il est resté. Le parquet national financier a choisi d'élargir l'enquête à des soupçons d'escroquerie et de fausses déclarations sur le contrat de travail de Pénélope Fillon. Cette affaire, c'est le poison de la campagne.
Évidemment, et c'est un poison long, puisqu'on s'aperçoit que toutes les semaines, il y a une nouvelle affaire qui apparaît dans l'affaire. Et donc, évidemment, pour lui, c'est difficile de faire campagne et d'être totalement dans les propositions françaises. En plus, le programme qu'il présente est quand même un programme d'austérité très rigoureux. Et donc, si le personnage n'est pas en correspondance avec le programme qu'il présente, évidemment que les Français peuvent juger durement. Et pourquoi ce serait différent avec Emmanuel Macron ? Parce qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, lui, il venait certes du secteur privé, mais il est rentré dans la fonction publique. Ensuite, il a démissionné de la fonction publique. Jusqu'à preuve du contraire, il est totalement exemplaire. Mais il prendra des engagements forts. Il y aura une attente. Si vous voulez, lorsque, par exemple, il y a eu la rencontre avec François Bayrou, je crois que le thème principal, c'était la transparence. Alors, on parle des ralliements. Vous avez été rejoint hier par Barbara Pompili, ministre, et l'un des plus proches conseillers de François Hollande, Bernard Poignant. La balance de vos ralliements penche dangereusement à gauche. Non, ça va être un petit sujet. Alors, on va essayer de trouver cette semaine quelques personnes venant de la droite. Non, ce qu'on veut faire, si vous voulez, c'est essayer de faire un vaste rassemblement. Aujourd'hui, vous voyez, je pense que la coupure ne passe pas entre les partis politiques, mais à l'intérieur des partis politiques. Il y a des gens qui, finalement, se trouvent du côté des Républicains, qui n'ont rien à voir avec leurs collègues. Au Parti Socialiste, c'est un peu la même chose. Et on voit la clarification s'effectuer, que des gens qui ont un même projet pour la France pensent ensemble. Eh bien, on va essayer de réaliser cela. Et je crois que c'est ce qu'attendent les Français. Gérard Collomb, on l'a compris, la démarche, maintenant. Le sujet, c'est l'équilibre. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des ralliements de gauche. Mais de droite, vous avez Anne-Marie Idrac, vous avez Renaud Dutreil, ça y a vous avez longtemps, évidemment le président de la commission d'investiture, Jean-Paul Delevoye. C'est une préoccupation pour vous de montrer qu'il y a une forme d'équilibre politique autour d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous nous annoncez des ralliements de droite ? C'est-à-dire que nous allons dire à tout le monde, aujourd'hui, il faut se rassembler. Après, les gens viendront ou ne viendront pas. Mais notre volonté, c'est de rassembler la France sur les réformistes de gauche ou des réformistes de droite. Mais est-ce que vous nous annoncez des ralliements de droite à venir, des anciens proches d'Alain Juppé Vous allez voir dans les prochaines semaines. Non. Donc c'est oui. Les critiques se sont portées sur le candidat Macron qui est apparu pendant le débat attrayant mais immature. Alors ça c'est hier Bruno Retailleau qui était à votre place qui avait utilisé ces mots-là. Bruno Retailleau, il ne fait pas immature. Le candidat ni pour ni contre, bien au contraire, a dit hier le coordinateur de la campagne de François Fillon. Il y a encore des doutes sur sa capacité à 38 ans à exercer les responsabilités. Ça, je ne crois pas. D'abord, si vous voulez, sur l'âge, il n'a pas 38, il a 39. Bon. Et je vous rappelle que Kennedy a été élu président des États-Unis. Il n'était guère plus vieux. Donc l'âge, je veux dire, c'est quelque chose qui ne peut pas être mis en ligne. Après, lorsque l'on regarde son programme, il est extrêmement précis. Il y a quelque temps, on lui disait il n'a pas de programme. Aujourd'hui, on le voit bien. C'est quoi son programme? C'est à la fois libérer les énergies et en même temps protéger les salariés. Voilà la déclinaison qui est faite, plus un grand focus sur l'école. Il a beaucoup acquiescé pendant le débat aux propos de François Fillon. C'est une stratégie électorale? C'est vraiment parce qu'il a des proximités idéologiques avec François Fillon? Si vous voulez, je crois que ce qu'il veut montrer, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas sectaire. Et donc, qui ne dit pas parce que quelqu'un est candidat contre lui que forcément il a tout faux. Vous avez vu que quelquefois il se trouvait en phase avec d'autres candidats parce qu'il essaye d'écouter et puis de retenir ce qui lui semble intéressant dans l'argument de l'adversaire. Alors, une autre affaire, vous n'avez pas pu passer à côté de cela. Vous êtes maire de Lyon. Le cardinal Barbarin est mis en cause dans une enquête publiée par Mediapart et Cash Investigation, accusé d'avoir couvert 5 cas de prêtres mis en cause pour des abus sexuels. Est-ce que vous attendez que le cardinal Barbarin fournisse des explications ? Je crois qu'il en a déjà fourni un certain nombre. Pas depuis cette affaire. Et qu'il a tranché dans le vif. Alors moi, sur l'affaire que vous citez, je n'ai pas d'éléments aujourd'hui d'information, mais je pense que, comme chaque fois, il prendra ses responsabilités. Merci beaucoup. C'est à vous, William. Merci beaucoup. À demain.
c'est chaud là. Oui, oui. Ce dont on va parler maintenant avec Laurence Ostolaza, nous l'avons trouvé dans Cerveau et Psychologie. C'est un magazine avec qui nous avons un partenariat désormais. C'est le prochain numéro à apparaître. Et c'est une étude qui vous dit que votre orientation sexuelle, c'est-à-dire hétérosexualité, homosexualité, ça se voit dans votre cerveau. Vous me direz, c'est très indiscret, mais vous avez raison. On n'a qu'à pas y aller dans le cerveau, c'est privé. Mais bon, ce qu'on ne savait pas, c'est que ça se voit, ou ça se verrait. C'est dans un cerveau d'adulte. Voilà, les expériences ont porté sur des cerveaux d'adultes, c'est très important. C'est une équipe de chercheurs américains et allemands qui ont mené l'étude. Ils ont réalisé une expérience sur des volontaires hétérosexuels, homosexuels et bisexuels qu'ils ont placés sous IRM pour scruter un petit peu ce qui se passait dans leur cerveau. Ils les ont soumis à des images érotiques d'hommes et de femmes. Résultat, des phénomènes différents se sont passés dans le cerveau des hétéros, des homos et des bisexuels. Alors, est-ce à dire que l'homosexualité et l'hétérosexualité sont inscrites dans les gènes? C'est un long débat qui oppose notamment les psychologues anglo-saxons aux psychologues français. Les Français étant davantage favorables à une explication culturelle de l'orientation sexuelle et les anglo-saxons à une explication biologique. Alors, cette récente étude en neurobiologie nous apporte ainsi un nouvel éclairage que nous avons soumis au rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. Ce que les chercheurs ont voulu démontrer à l'appui des IRM, c'est qu'est-ce qui fait qu'on va désirer une personne, soit du sexe opposé, soit du même sexe, soit éventuellement des personnes des deux sexes. Alors l'approche qu'ils ont choisie, c'est de se dire que tout ça, ça se passe dans le cerveau. C'est que nos désirs, tout comme nos souvenirs, tout comme notre pensée, finalement, c'est gouverné par cette centrale de commande qu'est notre cerveau, en accord avec notre corps. Donc ils ont regardé ce qui se passait dans le cerveau d'hommes homosexuels, d'hommes hétérosexuels et puis aussi d'hommes bisexuels, en leur montrant des photos, soit de femmes nues, soit d'hommes nus. Ils ont pu comme ça découvrir qu'il y a un centre dans notre cerveau qui va séduire une personne, alors soit du même sexe, soit du sexe opposé. Ils ont découvert que cette zone se situe à la base du cerveau, un petit peu vers l'avant, et ça s'appelle le striatum ventral. C'est une petite zone à peu près de la taille d'une noix qui centralise ce qu'on appelle les circuits du désir et de la récompense. C'est ce qui fait qu'on va rechercher du plaisir dans une relation, mais aussi en mangeant notre plat préféré, ou en consommant des drogues, ou en regardant notre film préféré. Donc c'est ce qui nous fait aller vers quelque chose qu'on aime. Leur conclusion, c'est qu'ils ont vu que cette zone du désir s'active chez les hommes hétérosexuels, évidemment à la vue de femmes nues, et qu'elle s'active chez les homosexuels à la vue d'hommes nus. Et alors, ce qu'on n'avait jamais fait, c'est de regarder chez les bisexuels. Et ce qu'ils ont vu, c'est que ce striatum s'active dans tous les cas. C'est une vision assez révolutionnaire de la sexualité, parce qu'on savait déjà, grâce à des études sur des animaux, qu'on possédait deux circuits du désir sexuel. Un circuit activable par des personnes du même sexe et un autre activable par des personnes du sexe opposé. On a tous ces deux circuits-là. Et simplement, ce que cette étude montrait, c'est que chez les homosexuels, il y a un circuit qui est bloqué, celui qui est activé par la vue des femmes. Et chez les hétérosexuels, c'est l'autre circuit qui est bloqué, celui qui est activé par la vue des hommes. La sexualité, le désir sexuel, c'est pas tellement une question de stimulant, mais plutôt de frein. On a tous des freins. Les hétéros ont un frein envers les hommes quand on est un homme, et les homos ont un frein vis-à-vis des femmes. Et les bisexuels, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il n'y a pas de frein. Finalement, ces deux circuits peuvent être activés. Donc chez les bisexuels, ça s'allume tout le temps, quoi. Éteint. C'est la fête foraine. C'est terrible. La fête foraine chez les bisexuels. Est-ce qu'on peut éteindre un circuit Non, ça se fait pas, ça. Non, là, sous IRM, on n'a pas montré qu'on pouvait artificiellement éteindre ou allumer les circuits. Ça se fait tout seul dans le cerveau. La question, c'est la poule et l'œuf. C'est est-ce que vous avez une orientation hétérosexuelle, bisexuelle, homosexuelle parce que c'est inscrit dans votre cerveau,
ou alors parce que vous êtes déjà naturellement homosexuel, hétérosexuel ou bisexuel, et votre comportement va façonner C'est votre votre cerveau qui s'est biologie. adapté à votre comportement. Votre cerveau va s'adapter, puisque le cerveau est plastique, ça s'appelle la neuroplasticité, et qu'il se transforme et il bouge en fonction. Il évolue. Il évolue en fonction de nos Et ça, on ne sait comportements. pas c'est qui a fait la poule. On ne sait pas encore. Ce qu'il faudrait, ce qui serait bien, c'est qu'on prenne par exemple des jeunes, pas des enfants, mais des ados en âge d'avoir du désir, de les placer sous IRM et de voir très tôt, finalement, si l'inclinaison sexuelle est déjà inscrite à l'âge de 15 ans ou 16 ans. Et là, on aurait une piste un peu plus crédible pour dire c'est inscrit dans la neurobiologie du cerveau. Mais il ne faut pas en faire un mauvais usage non plus de ce genre d'informations. Ah ben non, après c'est une question d'éthique, tout ça. Oui, justement. À propos de cerveau et ça, psycho. évidemment, À lire Laura demain. du web, c'est un sujet qui l'intéresse. On vous écoute, Laura. Oui, non, je voulais vous parler de la sexualité connectée, William. Connectée, c'est-à-dire l'Internet des objets concerne tous les objets, y compris les sextoys. Seulement, il y a 4 jours, il y a une entreprise qui a été condamnée, un fabricant de sextoys, puisqu'en fait, son sextoy était connecté au smartphone et il récupérait toutes les données. Donc, il utilisait vos données, votre activité sexuelle pour s'en servir à des fins commerciales. Résultat, l'amende 4 millions et 10 000 $ canadiens par personne qui ont été finalement victimes de cette saisie de data qui n'était pas légale, si vous voulez. C'est-à-dire sur votre smartphone, vous avez votre orientation sexuelle, ce que vous avez fait... C'est-à-dire que les personnes qui ont acheté ces sextoys avaient sur leur smartphone le résumé de leur activité sexuelle et pouvaient le contrôler à distance. Comme le podomètre. Ah oui, d'accord. Voilà. Comme le podomètre. Et on pouvait même pirater votre sextoy. Il pouvait démarrer sans que vous ayez appuyé sur... Ah oui, elle a raison. Laurence dit que c'est comme un podomètre. Quand vous avez couru, vous avez toutes les informations, quoi. Je sais pas, j'ai essayé ni l'un ni l'autre. Menteuse. Merci beaucoup. En Italie que ça se passe. C'est ça. C'est bien. Vous suivez, c'est parfait. Je suis. Quand on entend Umberto Tozzi, ça veut dire que c'est quelque chose qui a un rapport avec l'Italie, effectivement. D'ailleurs, on finira pas. Juste après, on parlera de l'Italie aussi. Là, c'est la Stampa. Qu'est-ce que c'est la Stampa? C'est un grand journal italien qui fête ses 150 ans et ça se manifeste comment? Pourquoi avez-vous eu l'idée de parler de ce journal? Parce qu'il y a une exposition, William, tout simplement. Et aussi parce que pour célébrer cet anniversaire, eh bien, figurez-vous que ce journal a reçu des messages de très grandes personnalités pour souhaiter donc un bon anniversaire à ce journal, comme par exemple Barack Obama, le pape François, Angela Merkel, Roger Federer. Tous ont écrit au journal pour souhaiter un bon anniversaire à ce quotidien. Et il existe encore, la version papier, oui, pas regardez, seulement numérique. Je l'ai. Voilà. Il existe encore, bien évidemment. Alors, c'est un journal qui a en effet été créé à Turin en 1867 sous le nom de la Gazette piémontaise. Au début, avec pour devise « Résister sans réfléchir ». Et c'est un quotidien libéral, laïque. C'est le 3e quotidien d'Italie, mais c'est le plus vieux quotidien d'intérêt général en Italie. Alors, à l'occasion de cet anniversaire, je vous le disais à l'instant, effectivement, il y a le Palais Madama qui a organisé une très grande exposition avec 500 photographies. 500 photographies pour raconter l'histoire Hollande à Rome, oui. Eh ben oui, vous saviez qu'il y avait une interview du chef de l'État? Bah oui. Nous étions, a Roma, per rifondare l'Union européenne, intervista con presidente francese, un entretien avec le président français. Europa più velocita o sarà alla fine. L'Europe devrait être plus rapide, sinon ça sera la fin. Voilà. Ah, mais c'est bien ça. Il y a aussi une interview de Monica Bellucci. Il y a plein de trucs. Alors, 500 photographies pour raconter la naissance et l'évolution de ce journal et aussi pour nous dire la manière dont il a su accompagner ses lecteurs sur le monde et ses changements, tout en gardant un lien très étroit avec sa ville natale, la ville de Turin, dans ses pages et aussi avec l'Italie. Alors je vous propose d'écouter le rédacteur en chef de la Stampa que nous avons rencontré à la rédaction du journal. Et figurez-vous que ce journal possède aussi son propre musée. Donc je vous propose d'aller à Turin, d'écouter l'histoire de la Stampa. I want to know. I want to know. La Stampa, elle est née il y a 150 ans. Au début, on ne vendait pas beaucoup de copies et c'était bien sûr le journal de l'élite. Mais doucement,
nous sommes devenus les journaux de toute la ville et après d'une partie de l'Italie. Les affaires étrangères sont notre véritable passion. Depuis le début du journal, on a regardé ce qui passait au-delà des Alpes. Et notre histoire est faite de grands correspondants qui l'ont raconté de grandes histoires. Chaque fois qu'on fabrique la une, on a 2 règles. Choisir la nouvelle la plus importante et regarder avant. Ce n'est pas seulement ce qui s'est passé aujourd'hui, mais essayer de comprendre les effets de ce qui s'est passé aujourd'hui sur notre demain. Ça, c'est la clé fondamentale. La deuxième règle est essayer de donner un point de vue différent. La saison du terrorisme a été un des moments très gris pour l'Italie. Et bien sûr, Turin a été affectée beaucoup parce que c'était une grande ville industrielle où il y avait beaucoup de conflits sociaux. La Stampa a même une victime du terrorisme, l'ancien vice-directeur Casalegno. Il avait écrit un article en condamnant le terrorisme et il était tué le jour même. Une des clés du journal, c'est de raconter les histoires des citoyens avec les droits des communautés gays, les femmes. La Stampa possède sa propre fondation. Chaque jour, dans ses pages, le journal appelle ses lecteurs à la solidarité. On recueille l'argent pour les personnes âgées, pour les tremblements de terre et au centre de l'Italie. Mais il y a aussi des projets en Afrique. C'est vraiment la possibilité des citoyens de participer à des projets humanitaires. Nous vivons dans un temps de grande complexité. On a eu une révolution technologique qui nécessite une grande vitesse. Et alors, il y a parfois un conflit entre la complexité et la vitesse, et alors il faut des talents. Et c'est ça que nous essayons de donner au lecteur chaque jour. Il parle beaucoup de la France, hein? Il parle beaucoup de la France, bah oui, on est à côté. Il y a la belle-maman de Nicolas Sarkozy qui tourne un film en ce moment à Cinecittà. Exactement. Et vous voyez une photo de Nicolas Sarkozy avec belle-maman sur le tournage du film. Voilà, dans le journal. Il y a une manifestation à propos d'un... c'est quoi, le meeting de François Fillon? Il y en a une page entière. Oui. Oui, ils sont beaucoup tournés vers l'international, tiens, oui. vers et vous les l'avez pays vu, voisins, bien sûr. Une fois encore, les élites italiennes qui parlent très bien notre langue. Ce qui n'est pas le cas dans l'autre sens. Merci beaucoup. Merci. Au revoir Myriam. Allez. Et on a demandé à notre petit geeko à nous, c'est Frédéric Dion, de nous expliquer ça. Alors, ça vient d'où ce mot? Je vais commencer par le mot en lui-même, et oui. puis la chose, vous verrez que c'est effectivement aussi en Italie que ça se passe, avant de devenir une notion générale. Donc pour ce qui est tout d'abord du mot, regardez ces images, ça vient du mot faisceau, un faisceau étant un ensemble de bâtons qui sont accrochés ensemble, comme vous voyez sur cette carte postale italienne de l'époque, avec en plus une hache. C'est un symbole utilisé souvent en héraldique, c'est le symbole de l'emblème du parti fasciste de Mussolini. Vous voyez ici avec les couleurs italiennes, vert, blanc, rouge, c'est ce qu'il y a au milieu. C'est un symbole souvent utilisé dans les blasons. Et oui, et il s'inspire de ce qui a été utilisé par les Romains. Exactement, parce que c'est le faisceau de licteur, c'est un symbole romain qu'on retrouve ici dans le blason français. Et Donc oui, c'est pas aussi. seulement dans les dictatures. Bien On sûr. le retrouve dans beaucoup de blasons parce que ça symbolise la capacité de punir. C'est des bâtons. Donc, vous voyez, la punition, c'est-à-dire le pouvoir politique, alors qui peut être exercé de manière démocratique ou pas, évidemment. Et dans le cas de l'Italie fasciste, c'était plutôt pas démocratique. Ce qui m'amène à l'Italie des années 1920. On est après la Première Guerre. Il y a beaucoup de mécontentement parce que l'Italie, bien qu'elle soit parmi les vainqueurs, n'a pas gagné beaucoup de territoire comme elle l'espérait. En plus, il y a une crise économique. Donc, les Italiens sont très mécontents. Regardez, le peuple gronde. Il y a des révoltes. Et du coup, les fascistes de Mussolini, organisation paramilitaire qu'on appelle aussi les chemises noires, c'est une organisation qui va prendre le pouvoir. C'est un peu comme un parti politique, mais par la force, ils vont marcher sur Rome en 1922. Ils menacent le gouvernement et en plus, ils disent avec nous, ce sera l'ordre. On va mater les grèves dans les usines, on va rétablir un pouvoir fort.
Le roi d'Italie cède et il nomme Mussolini Premier ministre. Alors là, la démocratie, c'est fini. Il n'y aura plus d'élections. Le parti fasciste contrôlera tout. L'ensemble de la société italienne va devenir une organisation paramilitaire. Même les organisations de jeunesse, vous voyez, comme ici l'organisation des jeunes filles, tout va être régi par des organisations paramilitaires. Le style même architectural de l'État va être un style qui est censé écraser l'individu. Il faut que ce soit un style très impressionnant, très dur, qui impose l'autorité, comme vous le voyez ici sur ces bâtiments de l'époque. Donc les caractéristiques du fascisme, c'est ça. Organisation autoritaire, tout le monde devant aveuglément obéir à un chef qui a tous les pouvoirs, le duce, le guide. Les opposants sont molestés, voire assassinés. Tout le monde est en rang comme dans une armée. Et le chef décide de tout dans tous les secteurs de la société. Alors vous allez me dire, ça c'est un peu toutes les dictatures. Mais il y a une différence par exemple avec les dictatures communistes à la même époque. Il y a Staline en URSS. C'est que les fascistes, eux, respectent la propriété privée. Ils respectent les usines, les industries, etc. Tandis que les communistes, eux, ils nationalisent, ils collectivisent. Et puis aussi, les fascistes se fichent complètement de respecter une espèce de semblant de démocratie avec des soviets, le peuple, etc. Ils disent non, 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 nous, c'est le chef, pointe à la ligne. Donc c'est, voilà, les caractéristiques du fascisme. Le fascisme italien qui va faire des émules. Hélas, d'abord en Allemagne, on va voir en 1933 Hitler et Mussolini qui se rencontrent puisqu'ils étaient alliés, les voici ensemble. Alors les nazis vont rajouter le côté racial antisémite. C'est-à-dire que ça n'existe pas au départ dans le fascisme italien. Ça, c'est vraiment une création des nazis avec Hitler qu'on voit ici à l'image. Autre régime proche, c'est en Espagne, Franco que vous voyez ici au milieu, qui est à côté de Mussolini. Ils se réclamaient du fascisme et les uns et les autres. Voilà. Alors là, la caractéristique en Espagne, c'est le côté religieux. C'est-à-dire que le Franco, c'est vraiment un régime très catholique. Donc à chaque fois, il y a des petites variations, mais tout ça, il y a des constantes. Tout le monde rangé derrière le chef qui décide de tout et qui décide de la totalité de votre vie, même le travail, le logement, les loisirs. Vous n'avez plus de vie privée. Et c'est pour ça qu'on parle, par exemple, d'islamo-fascisme avec Daesh. Pourquoi ? Parce que c'est pareil, chef tout-puissant, ordre qui régisse toute votre vie, comment vous devez vous habiller, ce que vous devez faire dans votre intimité, etc. Ce que vous devez penser, même. Voilà ce que vous devez penser. Donc le fascisme, voilà les caractéristiques. Et parfois, on s'envoie ce mot un peu à tort et à travers comme une insulte, mais voilà ce que c'est la réalité Parce que ça recouvre du au début. fascisme. Si vous voulez en savoir plus sur la marche sur Rome, regardez regardez le guépard de Lucchino Visconti, les questions de ça avec le jeune Alain Delon. Et puis sinon, sur le fascisme aussi, une journée particulière peut-être, avec Mastroianni et Sophia Loren, avec la ville déserte parce qu'ils vont à une manifestation fasciste. Et il a une taxe parce qu'il est célibataire. On n'a pas le droit d'être célibataire en Italie à l'époque, Mastroianni. Merci beaucoup. Avec l'actualité musicale, nous allons faire la connaissance de celui qui a écrit la musique de ce film-là qui sort aujourd'hui. Vous le voyez, c'est La Belle et la Bête et c'est Alex Jaffray lui-même qui s'intéresse à ça. Le nom ne vous dira peut-être rien si je vous dis Alan Menken. C'est le nom de ce compositeur américain. Alex le connaît, lui. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de succès et vous ne le saviez pas. Démonstration. Tale as old as time, song as old as rhyme, beauty and the beast. Tout le monde connaît vos chansons, connaît votre nom, mais personne connaît votre visage. Vous n'avez jamais eu envie d'être une rockstar dans la lumière ? Oui, ça m'est arrivé d'y penser. Avant d'écrire pour des comédies musicales, je voulais être un chanteur-compositeur comme Billy Joel et Elton John. Mais ensuite, j'ai eu un énorme succès avec La Petite Boutique des Horreurs. Et les possibilités que tu as quand tu écris pour un spectacle ou un film dépassent celles d'un album pop. Parce que tu ne t'inspires pas uniquement de ta vie, mais tu puises ton inspiration dans des personnages. Il ne faut pas que tu aies peur. Une bande originale est une collaboration entre moi et le réalisateur. J'aime que mes collaborateurs soient dans la même pièce que moi. J'aime discuter chaque détail, la nature de chaque morceau, qui chante, qu'est-ce qu'on doit exprimer. Elle est vraiment douée. Je veux me glisser dans la tête de mes collaborateurs et quand je commence à travailler, je veux qu'on me fasse tout de suite un retour. Non, il me faut plus de mots ou est-ce que tu peux réduire cette phrase? Ils pensent avec des phrases et je veux refléter dans la musique ce qu'ils veulent dire avec les paroles. C'est magnifique. Quand vous écrivez pour Aladdin, vous saviez que c'était Robin Williams qui allait chanter? Non, j'écrivais pour un chanteur en pensant à Fats Waller. Feet's too big, oh my
Donc quand ils ont dit nous avons pris Robin Williams, j'ai été le seul à dire ok, mais est-ce qu'il peut chanter comme Fats Waller? Et il l'a fait. Et alors j'ai écrit c'est inspiré par le jazz de Harlem. En parlant de référence, est-ce que le prologue de La Belle et la Bête vous a été inspiré par Camille Saint-Saëns? Oui, absolument. J'étais coincé avec ce morceau car la musique de référence du prologue était le Carnaval des animaux. Et j'ai essayé de proposer au réalisateur d'autres morceaux de musique, mais il me répondait non, on préfère celui-là, on préfère le Carnaval des animaux. À la fin, j'ai dit ok, j'ai compris. Et ils m'ont dit merci. No one's next as incredibly thick as Gaston, when there's no man in town of his family. Quand vous écrivez un film musical, même pour un jeune public, ils ne connaissent pas forcément Maurice Chevalier ou Harry Belafonte, mais même inconsciemment, ils comprennent que ces morceaux sont des hommages. Ils le sentent. Go on and fold your man, you take a glass and then you'll be our guest. We our guest, be our guest. Yes. That's great. Ah, tiens. It's great, dit-il de son pote Alan Menken, que vous connaissiez peut-être par Alex Jaffresi. Mais vous ne saviez pas qu'il était speak fluently aussi bien. Bravo, merci beaucoup, à plus tard. Mais il n'est pas venu seul, il est venu avec son regard du corps, Sylvie Adigard, qui vous parlera d'un salon professionnel dédié à l'aménagement du bureau, mais on y vient tout à l'heure. D'abord, avec Patrice, de quoi s'agit-il pour commencer? D'une petite revue de presse culturelle. Et on va commencer avec les dessinateurs du Canard enchaîné. Ah oui, c'est mercredi. Et oui, c'est mercredi. On parle beaucoup des affaires en ce moment, d'où ce dessin de Lefred Touron. Affaires, quelles affaires? C'est bizarre. Je n'ai pas vu le dessin. J'attends moi aussi. Oui, vous l'attendez également, voilà. oui, d'accord. Tu emmènes Médor à l'Assemblée, demande-t-elle. Je l'ai fait embaucher comme chien de garde. C'est légal. Voilà ce qu'il répond. Dessin également de Bouzard. Vous savez qu'après la fusillade de Grasse, il est question d'installer des portiques à l'entrée des établissements scolaires. Et là, ça risque de faire un peu de bruit. Des appareils dentaires. Ah, d'accord. C'est drôle. Beaux-Arts maintenant. Et ça tombe bien que Sylvie Adigard soit avec nous. S'attarde sur la prolifération exponentielle. Qu'est-ce que c'est ça? C'est à Abu Dhabi, vous allez voir. La prolifération exponentielle des musées dans le monde. Et plus ça va, plus l'œuvre d'art, c'est souvent d'abord le bâtiment. De Paris à Pékin, on s'autorise tous les délires architecturaux désormais. La preuve en images. Alors là, je vous emmène à Santander. Voici la fondation Botín, l'une des plus grandes fondations culturelles privées d'Espagne. Un bâtiment tout en courbe. On a le nom des architectes pour voir si on a le nom des architectes. Il y a des Français. Comme ça, je pourrais y aller. Comment? Comme ça, je pourrais y aller. On va voir. Ça dépend. C'est une coprode. Vous allez comprendre, c'est un piège qu'on est en train de vous tendre. Là, je vous appâte avec ça et ensuite vous envoyez Sylvie qui me reverse 10%. Alors, je vous emmène maintenant à Gdansk. Regardez. Ah si. Ce musée, il y a 3 zones dans ce musée qui symbolisent en fait le passé, le présent, l'avenir. C'est le musée de la Seconde Guerre mondiale. Alors l'extérieur symbolise le présent, l'avenir est symbolisé par cette tour penchée de 40 mètres et le passé évidemment est en sous-sol. Mais il faut savoir que le gouvernement ultra-conservateur de Pologne voit d'un très mauvais œil ce bâtiment qui est en passe d'être inauguré. Il le trouve beaucoup trop universel. Donc allez savoir... Comment ça, universel? Voilà, c'est ce qu'il dit. Il paraît que son universalité gêne le gouvernement pro-conservateur, ultra-conservateur même, et voilà, il est un peu remis en cause. J'espère que le gouvernement n'ira pas au bout de sa mauvaise idée. Je vous emmène maintenant regarder à Daran. Je vous ai appâté tout à l'heure, maintenant je vous en montre le détail. Alors, le nom des architectes figure dans Beaux-Arts, je ne les ai pas tous mentionnés. Mais voilà, achetez Beaux-Arts et vous aurez le nom de tous les architectes. Alors là, nous sommes en Arabie Saoudite, c'est le centre culturel du roi Abdulaziz. Ce bâtiment, en fait, de loin, on dirait un tas de cailloux, tout simplement. Et puis je vous emmène à Pékin aussi pour ce Rose Museum. On est prévenu avant d'entrer, en fait. Les roses, vous les voyez sur la... Voilà, et on dirait de la dentelle. Oui. Et ça se reflète aussi dans le fleuve. Mais ils avaient fait ça déjà avec le stade olympique. Oui, ça ressemblait un petit peu. Et là, les roses, on les
On les voit vraiment. Il y avait un peu de ça. Puis alors, je voudrais passer à l'ultime banc titre pour vous parler d'un... Alors, c'est celui qui vient derrière, pour vous parler d'un projet qui s'intitule le projet Moteur. Il va falloir être attentif si vous avez entre 14 et 22 ans dans les jours qui viennent, parce que le projet Moteur, c'est un grand concours où on demande aux 14-22 ans de réaliser une vidéo d'1 minute 30 maximum sur une personne qui les inspire. Alors, ça peut être un proche, un parent, un coach, un prof, un pion, un voisin. Un acteur, un chanteur, un animateur Non, de il télé. faut que ce soit un ami. Pardon, Alors, voilà. si vous êtes ami avec Rihanna, vous pouvez faire avec Rihanna. Mais sinon, il faut que ce soit un ami. Et surtout, on essaie à travers cette vidéo de mettre en valeur les liens intergénérationnels. Donc, on évite de faire son petit frère ou sa petite sœur. Et alors... On fait la vidéo d'une minute, 1 minute 30. Il va falloir être créatif. Ensuite, poster ça sur le site www.leprojetmoteur.org. Et je le signale parce qu'il y a beaucoup à gagner. On en saura plus dans les jours qui viennent. Ça sera en partenariat avec France TV qui diffusera évidemment les meilleurs films. Merci Patrice. C'est la journée des enfants. Et donc la maman de Milan avait des choses à vous dire. Start-up qui s'intéresse aux enfants. La première s'appelle Zenduc. Alors, il y a plein de sites d'apprentissage en ligne, mais celui-là s'adresse vraiment aux parents qui ont des enfants avec des difficultés d'apprentissage. Soit ils sont dyslexiques, ils ont des blocages en maths, et donc ils aident ces parents à intéresser l'enfant davantage avec un autre système, et c'est plébiscité par tous les sites web, c'est pour ça que je vous en parle ce matin. Et une autre start-up qui m'a beaucoup amusée qui s'appelle Pix and Play. Elle est en ce moment en financement participatif sur Kickstarter. Et le principe, c'est que quand on est parent, votre enfant prend votre smartphone assez régulièrement. Ouais. Puis il a envie de faire des photos et puis il fait tomber le téléphone et tout se casse. Ouais. Et bien désormais, il y a un appareil photo, une housse, qui transforme votre appareil photo votre smartphone en appareil photo pour enfants. Ah d'accord, il y a des poignées pour éviter Il y que a ça des tombe. poignées, Ah, oui, c'est en caoutchouc, il peut le faire tomber, le mettre dans le bain. Enfin, vous voyez, après, c'est drôle. Voilà. Ouais, c'est Et ils mignon. ont déjà réussi à obtenir quasiment 60 000 $ pour ce produit-là. Regardez la petite photographe. Voilà. J'ai trouvé ça assez intelligent. Ouais, c'est mignon en plus. Allez, merci beaucoup. On a demandé leurs avis aux employés, c'est pas plus mal. Et cette fois-ci, ça a un rapport avec le design, ces bureaux-là, ou très lointain? Ah, évidemment. Alors, d'abord, pourquoi je vous parle de l'aménagement de bureaux ce matin? C'est parce que du 28 au 30 mars prochain se tiendra au salon de la Porte de Versailles un salon qui s'appelle World Space Expo. Avant, c'était le salon du bureau. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé. Pour que ça soit plus international. Oui, c'est aussi ça l'idée, bien pour sûr, faire bien sûr. venir, puisque c'est le seul salon professionnel français dédié à l'aménagement du bureau. Pourquoi on s'y intéresse? Parce que ça change. C'est-à-dire que si je vous dis Flex Office, coworking, bureau comme à la maison, bureau télétravail ou bureau à la maison, ça vous dit quelque chose ou pas? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne travaille plus dans un espace aménagé comme hier, ça c'est sûr. Et donc ça intéresse qui? Ça intéresse les éditeurs de mobilier, évidemment. Ça intéresse les décorateurs, évidemment. Alors c'est tout un marché. Donc ce salon a vraiment de quoi proposer et dire beaucoup de choses. Ça, c'est bien, c'est pour les réunions, ça? Ça, c'est pour... Oui, on peut refaire votre bureau si vous voulez en attendant. Ah, bah là, il y a de quoi alors, faire, hein. j'ai bossé comme une dingue. J'ai interviewé le patron du salon Bien sûr. dans un espace de coworking. Quel boulot. Regardez. Workspace Expo, c'est le salon en France dédié au mobilier de bureau et à l'aménagement des espaces de travail. C'est un salon qui est en pleine croissance parce que tout ce qui est aménagement des espaces de travail est en pleine mutation. C'est un mouvement qui a commencé il y a 5-6 ans et qui est en train de s'accélérer depuis les 2 dernières années. Aujourd'hui, notamment grâce à la technologie, on est devenu nomade. Donc ça veut dire qu'on va travailler partout, dans l'entreprise, chez soi, dans des tiers-lieux comme ici, dans les espaces de coworking, mais surtout on va travailler différemment. Désormais, il n'y a plus de bureau attribué. On est vraiment dans le bureau partagé où tout le monde va se mêler avec tout le monde en fonction des tâches qu'on a à faire. On peut s'isoler pour travailler tout seul ou, au contraire, aller en groupe parce qu'on a un travail collectif à imaginer. Un espace de coworking comme ici, Albert Angels, qui est l'un des fondateurs, qui est un designer, a tout dessiné de manière à proposer des espaces de travail très différents. On est toujours dans des dimensions vraiment très déco. On retrouve les codes de la maison.
Les fabricants ont pris en compte ces modifications et proposent du mobilier qui va s'adapter. Si on regarde l'espace ici, vous allez avoir des grandes tables d'hôtes qui vont vous permettre de travailler à plusieurs. On va proposer aussi des box qui sont acoustiques, qui permettent de s'isoler. Les éditeurs proposent des mobiliers qui sont à la base prévus pour l'entreprise, mais ils vont en faire des déclinaisons en termes de matériaux, en termes de couleurs, en termes de taille aussi. On va les prendre un peu plus petits pour pouvoir les intégrer dans l'habitat, de manière à se recréer un espace de travail cosy, le bureau comme à la maison ou la maison comme au bureau. Le rapport au travail aujourd'hui pour les salariés, c'est pas juste venir au bureau. Oui, certes, il faut travailler, mais oui aussi, on a le droit d'être bien dans l'espace où on est, avec des salles de yoga, des salles de fitness, des endroits où on peut faire autre chose que travailler, mais qui, derrière, permettent de mieux travailler. Les collaborateurs des entreprises, quand on les interroge, 60% d'entre eux considèrent que leur espace de travail a un impact sur leur productivité. Ça veut dire que le mouvement enclenché aujourd'hui n'est pas prêt de s'arrêter et qu'il va y avoir un vrai dialogue entre, d'une part, les directions générales qui mettent en place les nouveaux aménagements, mais aussi les collaborateurs qui réagissent par rapport à ce qu'on leur propose. Et cette communication-là, elle est extrêmement importante. Voilà, si vous voulez réaménager les bureaux de France Télévisions, vous pouvez vous inspirer de ça, c'est pas mal. On peut s'y Merci mettre, beaucoup, oui. vous aviez une chose à ajouter, je sais. Justement, alors si vous voulez aménager et choisir des belles œuvres d'art pour aménager votre bureau, si vous avez des grands moyens, eh bien je vous conseille d'aller au PAD, Pavillon des Arts et du Design, qui se tient de aujourd'hui au 26 mars au Jardin des Tuileries. C'est juste magnifique. Hop. Merci.